Bien, donc bonjour à tous ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette septième rencontre annuelle qui est organisée par le groupe Droit Fil avec la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc, depuis la création de ce groupe de recherche en philosophie du droit de Lyon, Droit Fil, il y a 7 ans, nous essayons chaque année d'organiser une rencontre, débat entre des membres de la faculté de philosophie. Généralement, il y a aussi un ou une intervenante extérieure et les étudiants de la faculté à propos d'une question qui est dans l'actualité politique et juridique immédiate. Donc l'idée n'est pas de faire un cours ou un séminaire ou un colloque de plus, c'est pas non plus de faire juste un vaste café du commerce, bien sûr, mais c'est d'avoir un moment de discussion un peu plus libre pour considérer ensemble certaines des questions qui nous paraissent urgentes dans le présent, à partir des outils que la philosophie politique et juridique, mais aussi plus largement les sciences humaines et sociales, mettent à notre disposition pour les penser. Ces rencontres furent consacrées à des thèmes très différents. Pour la première édition de ce format, en 2015, c'était quelques semaines après l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, et la discussion avait porté sur la liberté d'expression et les manières de débattre de la liberté d'expression dans l'espace public. L'année suivante, en 2016, au moment où le gouvernement proposait développer un projet de réforme de la Constitution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les débats avaient porté sur le rapport entre État de droit et lutte antiterroriste. Et en 2017, pendant la campagne présidentielle, nous avions échangé à propos de ce qui avait fait l'objet d'une très vive polémique à l'époque, à savoir la reconnaissance des crimes contre l'humanité associés à la colonisation et en particulier à l'histoire coloniale française. En 2018, nous étions revenus à la question de la liberté d'expression à propos de la lutte contre les fausses nouvelles, à l'occasion du projet de loi qui était discuté à l'époque. Et en 2019, en plein mouvement de contestation des Gilets jaunes, la séance avait été dédiée à la crise des institutions représentatives. Enfin, l'année dernière, 2 jours avant le début du confinement, nous nous étions réunis pour parler, à l'occasion des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, pour parler des conditions de la participation des citoyens à l'élaboration des politiques publiques, et en particulier des politiques publiques environnementales. Alors c'est un nouveau thème qui va faire l'objet des discussions dans l'heure et demie que nous avons devant nous, à savoir celui de la régulation des réseaux sociaux, à partir de l'intitulé que nous vous avions proposé, censure et modération sur Internet, comment réguler les réseaux sociaux. Alors c'est une question qui est omniprésente bien sûr depuis plusieurs années, qui occupe de façon récurrente le devant de la scène de l'espace public, qui préoccupe les législateurs et les juristes, les responsables politiques et les militants, les sociologues et les philosophes. Et c'est une question, bien sûr, qui a connu un regain d'intérêt très vif ces derniers jours, suite à la décision prise notamment par Facebook et par Twitter de suspendre, provisoirement puis de manière permanente, le compte de Donald Trump, qui était à l'époque encore président des États-Unis, suite à l'invasion du Capitole par des manifestants armés qui l'avaient encouragé. Cette décision, comme vous devez le savoir, si vous avez suivi un petit peu l'actualité de ces 2 dernières semaines, a été saluée par les uns comme absolument nécessaire, ou en tout cas comme bienvenue. Elle a aussi été largement critiquée par d'autres, soit comme trop tardive, comme intervenant trop tardivement. Pourquoi ne pas être intervenu plus tôt face aux mensonges et à l'incitation implicite mais assez claire à la violence dont Trump s'était rendu coupable, ou à l'inverse, critiquée comme excessive, quels que soient les dangers ou la valeur du discours tenu par le président des États-Unis. Comment accepter qu'un acteur privé puisse réduire au silence sur l'une des principales plateformes de communication publique ce président? Mais cette décision a surtout été vécue, quelle que soit l'opinion qu'on prenait sur l'événement local, comme elle a été comprise comme exprimant, révélant de manière claire ce qui était su, mais peut-être moins visible, à savoir le pouvoir considérable détenu par ce qu'on appelle des opérateurs de plateforme, Google, Twitter, Instagram, Facebook, et aussi comme révélant le caractère opaque et relativement discrétionnaire de l'exercice de ce pouvoir exercé par les plateformes. Et donc, un point commun à la plupart des discours qu'on a pu entendre sur cet événement depuis 2 semaines, c'est le constat, généralement accompagné d'un regret, mais au minimum le constat d'un manque de cadre réglementaire clair. Quelle régulation les plateformes devraient-elles elles-mêmes exercer vis-à-vis de leurs utilisateurs?
Et comment peut-on encadrer le pouvoir exercé par les plateformes? Qui régule les régulateurs, privés, et comment? Alors pour introduire la discussion qu'on vous propose d'avoir ensemble ce soir à ce sujet, nous allons vous proposer 3 interventions brèves, 10 minutes chacune maximum, et nous aurons ensuite 1 heure pour discuter ensemble, et vous êtes vraiment invités à prendre la parole, pas simplement pour interroger les intervenants, comme dans une conférence classique, mais pour participer pleinement à la discussion. Alors, Pierre Auriel, que certains d'entre vous ont déjà pu entendre dans le cadre du séminaire de recherche sur la liberté d'expression, et que certains d'entre vous en L3 auront la chance d'avoir en cours ce semestre, est docteur en droit, spécialiste de droit européen, et actuellement post-doctorant à l'IRFIL. Il a notamment signé avec Mathilde Unger un article récent paru en décembre dans la revue des droits et des libertés fondamentaux, qui est une revue en ligne, donc un article consacré à la question de la régulation des plateformes, dans le cadre d'un dossier sur la liberté d'expression en conflit que vous pouvez trouver facilement. Et donc Pierre dressera pour vous un rapide état du droit sur la question, en insistant sur la difficulté que nous avons à penser le type d'acteurs que sont les opérateurs de plateforme, donc en fait à penser le type de liberté qu'on peut leur reconnaître et le type de responsabilité et de devoir qu'on doit leur reconnaître. Romain Badoir, que vous avez aussi pu entendre dans notre séminaire de recherche, est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage paru très récemment au Seuil, intitulé Les nouvelles lois du web, modération et censure. Et dans cet ouvrage, Romain analyse les formes multiples, les sources multiples en fait de la régulation d'Internet, par le droit, par les plateformes, par le marché aussi, et même par la société civile. Et il va évoquer, je crois, ce soir en particulier, les techniques de modération du débat public qui sont employées par les plateformes elles-mêmes, et les problèmes d'opacité et de transparence que cela pose, notamment du point de vue d'un encadrement de ces pratiques par l'État. Et donc avant de leur donner la parole, en quelques minutes, très brièvement, j'aimerais pour ma part juste dire un mot du bouleversement qu'implique pour les cadres théoriques habituels, pour le cadre de pensée habituel relatif à la liberté d'expression, au droit de la communication, ce qu'on appelle la révolution numérique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont pas eu en cours, je m'appelle Charles Girard et je suis maître de conférence à la faculté de philosophie. Je note aussi, avant de poursuivre, d'achever cette introduction, que nous appartenons tous les trois, Pierre Auriel, Romain Badoir et moi-même, à un groupe de recherche collectif, un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, intitulé EGaLiBEX. C'est l'acronyme qui tient pour son titre complet, Liberté d'expression et égalité de participation, qui porte précisément sur ces questions et qui organise des séminaires, des journées d'études, des publications, qui offre aussi certaines ressources en ligne sur le site que vous pouvez trouver facilement sur Internet à l'adresse egalibex.univ-lyon3.fr. Alors donc pour ma part, et en 5 minutes maximum, j'aimerais proposer quelques remarques un petit peu de contexte ou préliminaires relatives à la manière traditionnelle dont on pense le problème de la régulation en matière d'expression publique et à ce qui change dans le cas de la régulation d'Internet. Donc je vais juste faire 2 remarques en fait assez simples. La première porte sur les différents biais par lesquels la liberté d'expression comme droit intervient dans ces débats sur la régulation d'Internet. Et la deuxième remarque porte sur le type exact de changement structurel dans la communication publique qui est à la source des problèmes pointés dans le cas des opérateurs de plateforme. Donc première remarque sur le droit à la liberté d'expression, qui est, comme vous devez l'avoir constaté, constamment invoqué par tous les acteurs, les usagers, parfois les plateformes elles-mêmes, ceux qui voudraient accéder aux espaces, ceux qui prétendent fermer pour les autres usagers l'accès à l'espace que eux-mêmes occupent sur ces réseaux, et ainsi de suite. Donc on comprend généralement la liberté d'expression comme un principe politique, juridique, qui est très ancien, qui a des sources philosophiques plurielles, contradictoires parfois, qui a des traductions juridiques très différentes d'un contexte à l'autre. Mais si on essaye de trouver quelque chose de commun dans ces différentes instanciations de la liberté d'expression, ce principe renvoie à l'idée que la communication publique des opinions, mais aussi des informations, devrait être libre. C'est-à-dire devrait être protégée contre les formes arbitraires de censure de la part de l'État. Donc historiquement, c'est un principe qui s'est construit contre le danger de la censure politique et de la censure religieuse exercée par les États-nations. Donc c'est la crainte de voir l'État utiliser sa puissance de coercition pour interdire ou réprimer
l'expression de certains points de vue au nom d'un camp politique, d'un dogme religieux, d'un point de vue moral particulier. Cette liberté, toutefois, a une double dimension, ce qui n'est pas nouveau, mais ce qui s'est affirmé de manière beaucoup plus nette au XXe siècle, à la fois avec le développement du droit des médias audiovisuels et puis avec le développement du droit international des droits de l'homme. Il y a une dimension à la fois négative et une dimension positive. La dimension négative, c'est le fait qu'au minimum, c'est le noyau vraiment du principe de la liberté d'expression, la liberté d'expression suppose que l'État a le devoir de s'abstenir, donc c'est une obligation négative, il ne doit pas agir, il a l'obligation de s'abstenir, de censurer de façon arbitraire l'expression de certaines opinions. Il peut poser toute forme de limite à l'expression publique en matière de menaces, de diffamation, de révélation de secrets, et ainsi de suite. Mais ces limites doivent viser à empêcher certains maux de se produire, et jamais à empêcher la propagation de certaines opinions du fait du contenu même de ces opinions. Autrement dit, l'une des choses que l'État ne devrait pas essayer d'éviter, c'est que certaines opinions gagnent une plus grande audience ou convainquent un plus grand nombre. Donc ça correspond à une obligation négative. Mais à cette obligation négative, on doit ajouter aussi des obligations positives de la part de l'État. C'est-à-dire qu'on tend de plus en plus, depuis plusieurs décennies, à considérer que l'État a l'obligation positive de rendre possible l'exercice effectif de la liberté d'expression. Ça veut dire, par exemple, s'assurer de l'existence d'espaces publics d'expression accessibles. Ça veut dire se soucier aussi de la répartition égalitaire ou au moins équitable de l'accès à ces espaces publics d'expression. Et cela veut dire enfin protéger la parole individuelle, l'expression individuelle, la capacité à user de son droit à la libre expression, contre les sources privées ou sociales de censure ou d'intimidation ou de réduction au silence. Alors il y a toutes sortes de débats sur la nature de ces obligations, sur leur importance respective, mais dans la compréhension générale de ce qu'est le droit à la liberté d'expression, en fait, il faut reconnaître qu'il y a au moins ces doubles dimensions, négatives et positives, qui peuvent entrer en conflit. Et en plus, derrière la liberté d'expression, qui est sans arrêt grandie de manière un peu homogène dans le débat public, on a en fait une pluralité de droits et de libertés qui appartiennent à des acteurs qui sont différents, qui sont pluriels, et qui ont eux-mêmes des intérêts différents. La liberté d'expression, c'est bien sûr la liberté de celui qui veut se faire entendre, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers la presse, en prenant la parole dans la rue. Mais la liberté d'expression, ça recouvre aussi la liberté de ceux qui diffusent la parole des autres, la parole de la presse, la parole de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, organisent, animent, possèdent les canaux par lesquels les messages circulent. Donc la liberté éditoriale, par exemple, est une composante, ou en tout cas dérive de la liberté d'expression, mais c'est totalement autre chose que la liberté de s'exprimer soi-même. Et la liberté de s'exprimer soi-même n'implique pas un droit automatique à pouvoir parler dans n'importe quel canal d'expression. Et enfin, le droit à la liberté d'expression, et c'est très clair à partir du milieu du XXe siècle dans les textes internationaux des droits de l'homme, sur les droits de l'homme, c'est aussi un droit du public, c'est un droit à recevoir des informations, c'est un droit à recevoir des opinions diverses notamment. Donc on a une pluralité de droits qui appartiennent à une pluralité d'acteurs, il y a différents intérêts humains qui sont en jeu. Et ces différentes facettes de la liberté d'expression, elles entrent aussi en conflit les unes avec les autres. C'est-à-dire que pour assurer par exemple que le public a accès à une pluralité suffisante d'opinions, on peut limiter, c'est ce que font beaucoup de dispositifs juridiques liés au pluralisme des médias, la liberté éditoriale des propriétaires ou des animateurs de médias. Et on peut le faire d'une manière qui ne sert pas forcément l'égalité des chances d'accès, de voir sa parole être audible dans l'espace public, du point de vue de ceux qui veulent s'exprimer. Donc en fait, réguler la communication publique, sur Internet ou hors d'Internet, c'est forcément essayer de concilier non seulement la liberté d'expression d'une pluralité d'individus, mais des droits différents liés à la liberté d'expression qui ne cessent d'entrer en conflit de différentes manières et qu'il faut chercher à ajuster les uns aux autres. Donc, pour le dire simplement, on ne peut pas simplement penser en termes de l'État transgresse la liberté d'expression d'un individu. Il y a des sources plurielles de la menace sur la liberté d'expression, et un certain type de droit lié à la liberté d'expression peut en menacer ou en limiter un autre, de façon justifiée ou pas. Deuxième remarque rapide, je serai plus bref, il y a quelque chose par contre, et donc ça c'est pas propre à Internet ce que je viens de dire, il y a quelque chose qui est propre à l'essor considérable des médias numériques depuis plus de 20 ans, c'est une modification des circonstances de la communication publique. D'abord, le plus notable, le plus évident, je dis des choses que vous savez tous, l'explosion de la quantité de messages qui est diffusé dans les médias, et l'accélération vertigineuse de leur circulation.
C'est trivial, et en même temps, ça remet en cause les conditions habituelles dans lesquelles on peut appliquer les lois sur la parole publique. Parce que lorsque vous avez des quantités astronomiques de messages qui circulent à une vitesse considérable à travers le monde par les réseaux sociaux et par les espaces numériques, il devient impossible, ou en tout cas très difficile, d'évaluer la conformité de ces messages aux règles sur le harcèlement, aux règles sur le discours de haine, aux règles sur les menaces, sur la mise en danger de la vie d'autrui, sur les fausses nouvelles, etc., en évaluant chaque message dans son contexte de manière attentive, selon des procédures qui instaurent un certain type de temps, de distance, etc. Il faut des ressources humaines considérables, il faut recourir à des algorithmes qui ne fonctionnent pas de la même manière qu'un jugement individuel singulier, différencié. Deuxième changement drastique, la mise à distance, la facilité d'expression, et dans certains cas l'anonymat, modifie aussi nécessairement le comportement des usagers. Et donc on a à la fois de nouvelles voies pour que des acteurs qui jusque-là ne pouvaient pas s'exprimer se fassent entendre dans l'espace public, et en même temps on a aussi dans certains contextes des formes de déresponsabilisation qui favorisent les comportements agressifs, les comportements de meute, le harcèlement, etc. Troisième et dernier changement structurel notable, on est passé d'un système où l'entrée dans le système médiatique était soumis au choix d'une profession relativement limitée, auto-identifiée, pour aller vite les journalistes, ceux qu'on appelle parfois les portiers, les gatekeepers, à une situation très différente dans laquelle n'importe qui peut accéder à la médiatisation de son discours. C'est très facile d'aller en ligne. Par contre, ce qui reste difficile, c'est d'accéder à des espaces de haute visibilité sur Internet, d'accéder à une audience importante. Et donc il y a toujours un phénomène de sélection, bien sûr, parce que les espaces limités qui sont suivis par un très grand nombre de personnes sont toujours limités, ça l'est forcément. Mais le processus de sélection est différent, il est beaucoup plus diffus, et surtout les usagers contribuent tous en relayant des messages, en mettant des pouces, en notant, en se rendant simplement sur un site, à affecter la visibilité plus ou moins grande des contenus. Et ça affecte la manière dont on encadre l'action des sélectionneurs. Parce que les sélectionneurs sont beaucoup plus nombreux, c'est beaucoup plus diffus, c'est à un sens beaucoup plus impersonnel. Et surtout, dernière remarque, ça fait que ça donne une importance qui n'est pas entièrement nouvelle, mais qui est sans doute plus grande qu'auparavant, non seulement au choix accompli par les individus, mais à l'architecture des espaces de communication dans lesquels ces choix se font. Donc, de la même manière que l'architecture d'une rue ou d'une place publique oriente les mouvements d'une foule qui manifeste, à la manière dont l'architecture des réseaux sociaux, ce qui détermine la visibilité, le fonctionnement des algorithmes, le système d'hyperliens, la possibilité de bloquer ou pas un espace qu'on utilise, affecte les choix qui peuvent être faits et directement et indirectement la visibilité du coup des contenus qui sont entrés dans l'espace médiatique. Bon. Tous ces changements modifient complètement le cadre classique dans lequel on régule la communication publique pour répondre à différents objectifs, notamment ce qu'on estime être une forme de débat démocratique ou de débat dans une société démocratique satisfaisant. Et donc ça oblige, ça remet pas en cause forcément les principes généraux qu'on a en tête, l'égalité d'accès, la publicité des débats, l'idée qu'il faut une diversité contradictoire des opinions, qu'il faut pouvoir contrôler les modérateurs, etc. Mais ça modifie complètement la manière dont on se représente ce que signifie l'égalité d'accès, parce qu'on n'accède plus de la même manière, on n'accède plus aux mêmes espaces. Pareil pour la publicité, pareil pour le contradictoire, pareil pour la question du contrôle des modérateurs, dont on va sans doute pas beaucoup parler aujourd'hui. Voilà, c'est des remarques très générales, mais je me dis que ça pouvait être utile pour poser le cadre de ce que Pierre et Romain vont vous dire de beaucoup plus précis sur la question de la régulation des réseaux sociaux. À toi, Pierre. Merci. Merci beaucoup, Charles. Donc, l'objet de mon intervention, c'est d'expliquer les enjeux juridiques de la régulation des réseaux sociaux et notamment la manière dont on peut envisager d'encadrer la modération de l'espace public par les entrepreneurs, par les opérateurs des plateformes. Pour cela, je commencerai par exposer le régime actuel auquel sont soumis ces opérateurs. Ils sont considérés comme étant des intermédiaires techniques et passifs. Puis, je m'intéresserai au décalage qui existe entre ce cadre légal et la réalité de l'action de ces plateformes, qui aujourd'hui ont un rôle très actif de modération du débat public. Et enfin, je m'interrogerai sur la manière dont on peut penser l'encadrement de cette activité de modération. Donc, d'abord, le régime actuel auquel sont soumis les opérateurs des plateformes
Ces entreprises qui gèrent des réseaux sociaux sont considérées comme étant des intermédiaires techniques. Ça, c'est une idée qui vient de deux textes. Aux États-Unis, c'est la section 230 du Communication Decency Act, tandis qu'en Europe, c'est la directive e-commerce de 2000. Et ces deux textes sont portés par une philosophie commune. Les intermédiaires techniques, c'est-à-dire ceux qui permettent aux données de passer de leur auteur à leur destinataire, ne sont pas responsables des données illégales stockées ou transmises par leurs services, à la condition qu'ils n'aient pas connaissance de ces contenus et qu'ils les retirent promptement s'ils leur sont signalés. Or, puisque les opérateurs des plateformes ne sont à l'évidence pas les auteurs de contenu, ni même les destinataires, ils sont qualifiés d'intermédiaires techniques et donc censés être neutres et faiblement responsables des données stockées ou transmises par leurs services. Sauf que, évidemment, une telle qualification soulève immédiatement une difficulté. Puisqu'en réalité, les opérateurs de plateforme ont développé un rôle actif dans l'affichage et la sélection des contenus, ne serait-ce que pour vendre des espaces publicitaires, ce qui les éloigne mécaniquement du rôle d'intermédiaire technique et passif. Et ces entreprises ont développé un rôle dans l'édition et la modération des contenus, dont finalement les récents développements autour des comptes de Donald Trump ne sont que l'expression la plus voyante. Lorsque vous vous exprimez sur ces plateformes, vous êtes tenu de respecter un certain nombre de conditions d'utilisation qui viennent encadrer votre expression et éventuellement votre participation au débat public. Et ce rôle de modération du débat public est encore plus renforcé par le fait qu'ils sont devenus un espace incontournable de ce débat. Ça, c'est quelque chose qui apparaît notamment dans une affaire Casapoun contre Facebook. Casapoun, c'est un parti politique néofasciste italien dont les comptes ont été suspendus par Facebook en 2019. Ils ont demandé à Facebook les raisons de cette suspension et Facebook leur a indiqué qu'ils avaient trouvé sur ces comptes des contenus racistes, xénophobes, antisémites et incitant à la haine raciale. Et que de tels contenus étant prohibés par les conditions d'utilisation de Facebook, la sanction était la suspension des comptes. Casapoun a contesté cette décision et a demandé à des juridictions italiennes de forcer Facebook à rétablir les comptes. Et par deux fois, les juridictions italiennes ont donné raison à ce parti politique en estimant que Facebook était devenu un espace incontournable du débat public italien et que priver un parti politique d'accès à Facebook, en réalité, c'est le priver de participation au débat public, c'est le rendre inaudible. Et donc, Facebook est évidemment tenu de modérer ses activités sur les réseaux sociaux, mais il doit le faire en respectant la liberté d'expression des individus, et notamment des partis politiques, et donc en continuant de permettre un libre débat public. Le problème d'un tel raisonnement, c'est que habituellement, le débiteur des droits fondamentaux, c'est la puissance publique. Les droits et libertés, tels qu'ils sont traditionnellement conçus, sont des droits et libertés contre l'État, contre les autorités publiques, mais pas des droits et libertés contre les individus. Pourquoi? Parce que les personnes privées se voient garantir une sphère d'action dans laquelle ils sont autonomes et dans laquelle l'État doit s'abstenir d'agir. Donc si l'État force les individus à respecter les droits fondamentaux des autres, il s'insère dans des rapports privés, dans des rapports qui relèvent de cette sphère d'autonomie dans laquelle normalement l'État ne doit pas intervenir, et donc porte atteinte à l'autonomie des individus. C'est la raison pour laquelle on admet normalement, le plus souvent, qu'avec une grande parcimonie, la possibilité d'invoquer des droits fondamentaux contre un autre acteur privé. Et on ne l'accepte que lorsque l'acteur privé en question dispose d'un certain pouvoir dans les relations privées qui en fait un acteur particulier. Donc pour justifier l'invocation des droits fondamentaux contre les opérateurs des plateformes, et notamment pour justifier le fait de forcer les opérateurs de plateformes à respecter la liberté d'expression, il faut être en mesure de déterminer l'existence d'un tel rôle ou statut particulier des plateformes. Et
pour penser un tel rôle, deux modèles sont actuellement considérés. Le premier consiste à estimer qu'en réalité, les opérateurs des plateformes exerceraient un pouvoir similaire à celui d'une puissance publique. Et ça s'appuie notamment sur ce qu'on appelle la doctrine de l'action conjointe, qui est une doctrine états-unienne, et qui consiste à dire qu'un acteur privé est assimilé à une personne publique et donc débiteur des droits fondamentaux s'il agit conjointement à une autorité publique. Et cet argument a été soulevé notamment dans l'affaire FAN contre Facebook, qui a été qui a donné lieu à un arrêt d'une juridiction californienne en 2020. En fait, FAN est une association russe qui a été fermée, dont les comptes ont été fermés à la suite de l'élection présidentielle américaine de 2016, le gouvernement américain estimait que cette association avait participé à l'ingérence russe lors de la campagne présidentielle américaine de 2016. Pour FAN, Facebook avait porté atteinte à sa liberté d'expression et devait respecter sa liberté d'expression car il avait agi conjointement avec le gouvernement américain en transmettant lui des informations, en échangeant avec le gouvernement américain et en obéissant à ses ordres. Et donc, puisqu'il avait agi conjointement avec le gouvernement américain, c'est comme s'il était une puissance publique, une autorité publique, et donc il devait respecter sa liberté d'expression. Mais le recours a été rejeté car la Cour californienne a relevé qu'en réalité, il n'y avait pas assez d'éléments pour estimer que Facebook avait agi sur les ordres du gouvernement américain. Il a agi à partir de ces informations, mais de sa propre autorité. Et c'est le problème, en fait, avec ce type de perspective, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Facebook, Twitter, Instagram, l'ensemble de ces réseaux agissent le plus souvent sur la base de leurs propres règles et rarement sur ordre plus ou moins direct de l'État. Donc l'idée qu'elles exerceraient une action conjointe n'est en fait absolument pas évidente. Et c'est la raison pour laquelle on se tourne maintenant plus souvent vers un deuxième modèle, qui est l'idée que certains acteurs privés possèdent des ressources qui rendent possible l'exercice d'un droit fondamental. Et le fait de posséder ces ressources et le fait que sans ces ressources, les droits fondamentaux des individus ne peuvent pas être respectés, ne peuvent être garantis, vous donnerez une certaine responsabilité et vous rendrez débiteur des droits fondamentaux des autres individus. Et ça, on peut le penser notamment au travers de la doctrine du forum public. Lorsqu'un acteur privé est l'espace public, il est généralement tenu de respecter la liberté d'expression des individus. Le meilleur l'emploi le plus connu de cette doctrine, c'est les centres commerciaux. Dans un arrêt Appleby contre le Royaume-Uni de 2005, la Cour européenne des droits de l'homme avait par exemple à connaître d'une affaire dans laquelle un opérateur contrôlait, possédait un centre commercial. Des individus voulaient manifester dans ce centre commercial car ils estimaient que c'était le seul endroit où on pouvait toucher énormément de personnes. Parce qu'au fond, le centre-ville, l'endroit où on habituellement faisait manifestation, plus personne n'y allait, tout le monde était dans les centres commerciaux, et donc c'était là qu'il fallait manifester. Et donc la doctrine du forum public nous dit que lorsque un tel lieu possédé par une personne privée est devenu l'endroit, l'espace public, l'endroit où s'expriment les opinions et où a lieu le débat public, et ben, l'opérateur privé, en l'occurrence le propriétaire du centre commercial, est tenu de respecter la liberté d'expression des individus et donc doit limiter les restrictions à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation et justifier ces restrictions. C'est sans doute, et donc l'idée pour plusieurs auteurs est de considérer qu'en fait Facebook, Twitter, etc. sont devenus des forums publics, sont devenus des espaces incontournables du débat public, sont des lieux dans lesquels si vous voulez vous exprimer publiquement, si vous voulez vous toucher le plus de personnes, c'est là où il faut être. Et donc les opérateurs des plateformes seraient responsables, seraient tenus de respecter les droits fondamentaux. C'est sans doute la voie la plus convaincante, celle qui permet effectivement de fonder une régulation de la modération du débat public, et c'est en tout cas la voie que prend par exemple Thierry Breton, qui est le commissaire européen portant le projet de régulation des plateformes, lorsqu'il a commenté la décision des réseaux sociaux de suspendre les comptes de Donald Trump, où il a estimé que cette décision nous montrait à quel point les réseaux sociaux contrôlés étaient l'espace public, et donc leurs opérateurs avaient certaines responsabilités, étaient tenus de respecter les droits fondamentaux, et ce qui justifiait la création d'une régulation spécifique.
Merci beaucoup, Pierre. Je donne tout de suite la parole à Romain pour la dernière présentation introductive. Ben, merci beaucoup pour votre invitation et merci Charles et Pierre pour vos présentations. C'était vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, donc moi, ça va bien en complément avec ce que vous avez dit, parce que par rapport à ce que tu disais, Charles, sur l'idée que voilà, il y a des grandes transformations portées par le numérique au mode de communication traditionnel dans l'espace public. Il y a effectivement cette idée que ce qui change avec les plateformes, c'est justement ce phénomène de recentralisation du débat sur quelques espaces par rapport au début de l'Internet grand public, où le débat public en ligne était dispersé vraiment dans énormément de forums différents. Là, il y a vraiment une recentralisation du web autour de YouTube, Facebook et Twitter. À eux trois, ils concentrent une part importante des usages. Et justement, ce qui leur, comme le disait Pierre, ce qui leur vaut de nouvelles responsabilités démocratiques et qui leur impose justement d'adopter certaines positions par rapport à la question de la liberté d'expression des internautes. Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans le livre dont parlait Charles sur les nouvelles lois du web, c'est justement comment ces plateformes s'y prennent pour modérer les propos qui sont tenus sur leur service, et comment les États vont chercher à leur imposer des nouvelles règles, notamment de transparence. Et c'est juste de ça dont je voudrais parler maintenant, la question de la transparence de ces pratiques. Alors, peut-être juste trois choses. Comment les plateformes modèrent, s'y prennent pour modérer les propos tenus par les internautes? En fait, elles ont trois méthodes principales. La première méthode, c'est celle du signalement. Donc ça, c'est la méthode la plus classique, en fait. Le signalement, et j'imagine que vous voyez bien à quoi je fais référence en tant qu'usager des réseaux sociaux. Le signalement, c'est quand un internaute est face à un contenu qu'il juge offensant, insultant ou autre, et qu'il va donc signaler à la plateforme que ce contenu est contraire à ses standards de publication et qu'à ce titre, il doit être retiré de la plateforme. Donc ça, pour les plateformes, c'est vraiment quelque chose de très utile, parce que ça permet de disposer, à travers les internautes, d'une forme de police des contenus qui est située au plus près des expressions, parce qu'elle est dispersée vraiment n'importe où sur la plateforme, et elle peut lui faire remonter des propos qui seraient contraires aux standards de publication. Et comme il est dit dans le chat, et gratuite en plus, effectivement, une police efficace et gratuite. Par contre, il y a un problème derrière tout ça, c'est pour les plateformes aussi, hein, je me mets du point de vue des plateformes, c'est le problème des signalements abusifs, qui sont aussi très nombreux. C'est-à-dire que j'ai bien compris comment fonctionnaient les signalements sur les plateformes, donc je vais me servir du signalement pour faire taire un adversaire. Ce que les anglo-saxons appellent le silencing, c'est-à-dire que dans le débat public en ligne, étant donné que l'enjeu principal, c'est d'occuper l'espace du débat, de donner le maximum de visibilité aux arguments que l'on défend, on va chercher à faire taire, enfin, on va chercher, c'est une technique, une stratégie potentielle, de faire taire un contradicteur, de faire taire un adversaire, pour que les arguments que je défends soient le plus visibles possible par rapport aux siens. Et donc, une bonne technique pour faire taire quelqu'un, c'est le censurer. Et comment on va le censurer? On va le censurer via des signalements abusifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la méthode des raids. On va se retrouver entre internautes sur un forum, à quelques dizaines, hein, pas plus, et on va se dire, demain à midi, on se retrouve tous sur Facebook, et on va tous au même moment signaler le compte de tel utilisateur ou signaler telle publication. Le modérateur qui voit arriver un grand nombre de signalements d'un même compte au même moment va avoir tendance à bloquer le compte en question, et le temps en tout cas d'étudier son cas, de voir si effectivement il est en train de tenir des propos qui sont non conformes aux standards de publication. Et donc pendant le temps où ce compte va être bloqué, l'internaute derrière ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est le signalement avec ses côtés positifs, ses côtés négatifs. Sauf que les signalements, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il y a tellement de contenus qui sont publiés tous les jours sur les plateformes. Sur YouTube, on parle de 500 heures de vidéos chargées toutes les minutes, 350 000 tweets qui sont publiés toutes les minutes sur Twitter. Et donc, les signalements, les internautes ne suffisent pas. Donc, on va avoir recours à des outils d'automatisation de la modération, et ça c'est le deuxième point, l'automatisation de la modération avec des algorithmes, des outils d'intelligence artificielle qui vont scanner les publications à la recherche de mots interdits ou d'images interdites qu'on va pouvoir supprimer automatiquement.
des images de violence, des images de nudité, des mots insultants, des mots racistes, des mots misogynes, des mots homophobes, etc., qu'on va immédiatement repérer pour supprimer les publications. Donc ça, le côté positif, c'est que c'est très efficace parce que ça permet de faire passer à l'échelle la modération, à l'échelle de la publication. Et aujourd'hui, sur les plateformes, par exemple, en termes de discours de haine, c'est 98% des propos haineux qui sont détectés automatiquement par Facebook avant même que un internaute les signale. Donc c'est vraiment quelque chose de très efficace et de très répandu. Mais le problème, le revers de la médaille, il y en a toujours un, c'est la production de faux positifs. C'est-à-dire qu'on va détecter des mots et on va les censurer, on va censurer des publications qui n'auraient pas forcément dû être censurées. Je vous donne un exemple. Si deux copines discutent entre elles et se traitent au second degré de salope, mais c'est sur un ton amical, second degré, ironie, etc. On peut pas dire que ce soit vraiment une insulte misogyne. Alors qu'à l'inverse, un homme qui dirait toutes les femmes sont des salopes, pour le coup, on est face à un contenu qui est très clairement misogyne. Pourtant, c'est le même mot qui est employé. Donc les algorithmes de détection, eux, ils sont pas assez intelligents pour prendre en considération le contexte de l'échange, alors qu'évidemment, ce qui fait le sens d'un propos haineux, ça va être le contexte de l'échange, est-ce qu'on est face à du premier degré, du second degré, de l'ironie, etc., etc. Donc les plateformes ont beau développer des outils qui sont extrêmement performants, notamment dans ce qu'on appelle le Natural Language Processing, donc comment on analyse le langage naturel à partir justement d'une prise en considération non pas des mots, mais de leur position dans la phrase, de l'analyse sémantique, pour comprendre est-ce qu'on est face à de l'ironie ou à de la critique, à de la remise en question, etc. Bon, ça suffit pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux positifs qui sont produits et il y a des gens qui se font censurer alors qu'ils ne devraient pas se faire censurer. Par rapport à ça, les plateformes ont mis en place des procédures d'appel. Et en fait, on se rend compte, quand on observe les appels qui sont mis en place sur les plateformes, qu'il y a quand même entre 10 et 20% des appels qui donnent lieu à des republications des contenus censurés, ce qui semble montrer qu'il y a effectivement de la censure abusive avec tous ces algorithmes. Donc ça, c'est le premier problème, les faux positifs, mais il y a aussi les problèmes de contournement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris comment fonctionnaient les algorithmes, bah, il suffit d'utiliser un mot à la place d'un autre pour tenir un propos raciste. Si je dis, je sais pas moi, toutes les femmes sont des portes et que je sais qu'avec les gens dont je discute, je dis porte parce que je regarde une porte à ce moment-là, mais ça pourrait être n'importe quel autre mot employé pour ça. Si à partir du moment où je parle avec une communauté misogyne et que la communauté sait très bien ce que je veux dire quand j'utilise le mot porte, bah on va tous utiliser le mot porte et puis les algorithmes, eux, ne vont pas avoir de problème dans le fait qu'on utilise le mot porte. Donc il y a des méthodes de contournement de la censure automatique qui sont assez faciles et d'ailleurs les groupes homophobes, misogynes l'ont très bien compris sur les réseaux sociaux. Et puis la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle l'invisibilisation, c'est-à-dire que il y a quand même un certain nombre de contenus sur les réseaux sociaux qui ne contreviennent pas forcément aux standards de publication des plateformes. Par exemple, les fake news. Les fake news, c'est un bon cas d'étude parce que les fake news, c'est des contenus de mauvaise qualité qui répondent un peu n'importe quoi sur un peu n'importe qui, ou en tout cas sur des personnalités politiques. Pour autant, ils contreviennent pas vraiment aux standards de publication des plateformes. C'est-à-dire que les plateformes n'ont pas vraiment envie de se positionner en termes de juge de la vérité, de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc elles laissent dire, mais elles jugent quand même que c'est de la mauvaise qualité et que ça répand des informations qui sont qu'elles préféreraient ne pas voir sur leur réseau. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Plutôt que les retirer, ces publications, elles vont dégrader leur visibilité, c'est-à-dire qu'elles vont les faire apparaître plus bas dans les fils d'actualité des internautes, ou alors elles vont moins les recommander, notamment sur YouTube. Ces publications vont être moins présentes dans les recommandations qui sont faites à la fin de la visualisation d'une vidéo. Donc l'idée, c'est on laisse les internautes s'exprimer, donc ils continuent à parler, mais dans le vide, parce qu'on va les couper de leur public, on va faire en sorte qu'ils touchent moins de monde, et donc qu'ils n'aient plus accès à l'espace public comme ils auraient dû l'avoir en temps normal. Donc ça, le point positif, c'est que c'est encore une fois de plus très efficace, mais le point de vue négatif, c'est qu'on est face à une forme de censure d'un nouveau type,
d'une censure par invisibilisation, où les internautes s'expriment, mais ils parlent dans le vide, sans même parfois s'en rendre compte. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une grande opacité des dégradation de la visibilité. Les internautes ne sont pas forcément au courant qu'on leur a coupé l'accès à leur public habituel. Et en fait, vous êtes une page ou un individu, vous avez l'habitude que vos posts soient vus par 1000 ou 2000 personnes tous les jours, et ben en fait, du jour au lendemain, il n'y a plus que 10 personnes qui les voient. Et sans qu'il y ait de justification par rapport à pourquoi on vous censure de la sorte. Donc face à ces trois méthodes, le signalement, l'automatisation, l'invisibilisation, le mouvement des pouvoirs publics, c'est de dire on va organiser une forme de régulation par la transparence. C'est-à-dire qu'on va laisser les plateformes faire, on va les laisser régler, modérer les contenus, parce que de toute façon, il y a tellement de contenus que on va pas, occuper les juges avec ça, on va pas mettre notre nez là-dedans parce que ça nous demanderait des moyens qu'on n'a pas. Donc, on va les laisser faire. Par contre, on va exiger des plateformes qu'elles soient un minimum transparentes par rapport à leurs pratiques. Donc ça naît notamment avec la loi République numérique et Pierre parlait tout à l'heure du statut d'opérateur de plateforme. Et donc derrière ce statut d'opérateur de plateforme, il y a aussi l'obligation pour les réseaux sociaux de rendre public un certain nombre d'informations sur la manière dont fonctionnent leurs algorithmes, la manière dont leurs algorithmes comment dire, hiérarchisent les contenus, recommandent certains contenus aux dépens d'autres, etc., etc. Dans la loi sur les manipulations d'informations, qui est rentrée en vigueur au début de l'année 2019, on a aussi cette idée que les plateformes doivent remettre des rapports de transparence au CSA, là aussi sur un certain nombre de pratiques, de transparence de leur algorithme, de leur travail de modération, de leur politique de lutte contre les fausses informations. Et puis on avait la loi Avia, donc, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais qui réapparaît sous une autre forme avec la loi séparatisme, dont il a été question cette semaine à l'Assemblée, avec là encore des exigences de transparence, notamment cette fois-ci sur les dispositifs de modération des plateformes. Donc, là, on peut dire qu'il y a quelque chose, là encore, de très positif derrière cet effort de transparence, qui est de mettre sur la place publique des sujets dont on n'entendait pas du tout parler avant et qui permettent de soumettre ces plateformes à la critique publique ou à la critique de leur public et des journalistes en ayant accès à un certain nombre d'informations auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Pour autant, lorsqu'on regarde dans le détail comment se passent ces procédures de transparence, on se rend compte que le régulateur, il est totalement dépendant du bon vouloir des plateformes, puisque en fait, ce sont les plateformes qui diffusent leurs rapports, mais personne ne va vérifier que ces rapports, que ces données sont authentiques, qu'elles correspondent effectivement à ce que font les plateformes. C'est-à-dire que Facebook et YouTube et Twitter disent au CSA ce qu'elles ont envie de leur dire, mais le CSA n'a aucun pouvoir d'audit, par exemple, pour aller fouiller les données, les bases de données des réseaux sociaux, pour pouvoir dire, OK, les données qui nous sont transmises sont authentiques, c'est bien ce qu'on voulait vérifier. Et donc, il en ressort ce qu'on appelle une forme d'opacité stratégique. L'opacité stratégique, c'est cette idée que je suis transparent sur les sujets qui me conviennent, mais je peux aussi très bien rester opaque sur ce qui me met en difficulté. Et donc, je vais de manière totalement stratégique être transparent sur certains aspects et garder sur mes serveurs les données qui sont les plus sensibles pour moi. Donc ça, c'est vraiment cette question de l'opacité et de la transparence de ces processus. C'est le gros enjeu du moment. Et d'ailleurs, il en est question dans le Digital Services Act dont parlait Pierre tout à l'heure au niveau de la Commission européenne, qui a été présenté en décembre dernier. Et ce que dit le Digital Services Act, c'est que justement, face à ce problème d'opacité stratégique, il faut que les plateformes organisent une fois par an des formes d'audit indépendants de leurs services et de leurs dispositifs de modération. Donc en gros, on fait intervenir des agences indépendantes qui vont auditer nos services de modération et donc avoir accès à nos serveurs et donc certifier que les données sont authentiques et les rendre public un certain nombre d'informations, et tout ça étant fait aux frais des plateformes. Donc la grande question du Digital Services Act, c'est à quel point toutes ces propositions vont survivre au débat au Parlement européen, puis au processus de traduction des lois européennes dans les lois nationales. Mais en tout cas, c'est vraiment un des sujets qui est sur le devant de la scène, cette question de la régulation par la transparence et aussi des limites qu'elle peut rencontrer. Voilà, c'est terminé.
Merci beaucoup Romain et merci beaucoup à Pierre pour vos présentations courtes, très claires et très riches. Donc on a essayé de vous donner un aperçu de certains outils, de certains instruments que la philosophie, le droit, les sciences de l'information et de la communication peuvent apporter pour discuter de ces sujets. Maintenant, je vous propose qu'on passe plutôt à une phase de discussion ouverte, pas de questions-réponses, hein, vraiment de discussion, où chacune et chacun d'entre vous peut intervenir comme il l'entend, pour donner son avis, pour apporter des éléments, pour formuler des objections, ou évidemment pour relancer